Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale de la quotidienne des trophées de l'édition 2020. Bonsoir. Depuis le 24 novembre, nous vous révélons les 14 lauréats des trophées de l'édition sur notre chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux, plusieurs milliers, à les suivre dans ce dispositif 100% digital. Nous vous en remercions énormément. Ce soir, nous vous dévoilons la petite maison d'édition de l'année, l'éditeur ou l'éditrice de l'année, l'auteur ou l'auteure de l'année. Et ce sont des trophées particulièrement importants pour nous car ce sont nos lecteurs, des professionnels qui ont voté. Mais avant de révéler les résultats, je vais donner la parole à la ministre de la Culture qui ne peut pas être parmi nous ce soir, mais qui a accepté d'être la marraine des trophées de l'édition 2020. Voici le discours de Roselyne Bachelot. Mesdames, Messieurs, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations à l'ensemble des lauréats qui ont été distingués dans chacune des catégories. J'adresse également mes remerciements aux membres du jury qui ont eu la lourde tâche de les désigner et remercie Livre Hebdo d'avoir assuré, dans un contexte inédit, l'organisation de ces trophées de l'édition. Cet événement nous donne l'occasion de mettre en valeur le travail remarquable qu'accomplissent les professionnels de l'édition à chacune des étapes de la création d'un livre, de la conception à la promotion, et ce, même dans les situations les plus exceptionnelles, comme lors du confinement. La qualité et la variété des projets récompensés témoignent de l'exceptionnelle vitalité de la filière du livre dans notre pays, qu'il est essentiel de préserver face aux terribles effets de la crise sanitaire. Je suis pleinement mobilisé, à vos côtés, pour soutenir tous les acteurs de la filière dans cette épreuve. Depuis le début de la crise, l'État est au rendez-vous pour accompagner celles et ceux qui font vivre la culture partout dans notre pays, en adaptant ses dispositifs de soutien à chaque fois que l'évolution de la situation le nécessite. Vous le savez, nous avons mis en place au Centre national du livre des aides exceptionnelles aux librairies, aux éditeurs et aux auteurs pour leur permettre de surmonter la crise et continuer à faire vivre la création littéraire dans toute sa diversité et en faire bénéficier les lecteurs. J'ai également souhaité que le livre bénéficie des crédits du plan de relance et construit un plan pour la filière dans ce cadre. La créativité et le sens de l'innovation dont font preuve les professionnels du livre sont des atouts considérables pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et au-delà pour préparer l'avenir du secteur. Dans cette période d'incertitude et de bouleversement, vous jouez un rôle indispensable pour nos concitoyens à qui vous apportez matière à comprendre, à réfléchir, à s'évader, à s'émouvoir. La crise sanitaire n'a pas réduit notre appétit pour la lecture, bien au contraire. Je connais l'engagement qui vous anime au service des lecteurs et sais pouvoir compter sur vous, aujourd'hui comme demain, pour alimenter la production éditoriale dans toute sa diversité. Je salue les éditeurs qui nous regardent et qui ont été encore plus nombreux à participer cette année. Merci à vous. Nous avons reçu en effet 200 dossiers émanant d'une centaine de maisons d'édition, des maisons d'édition qui sont installées en France, en Outre-mer, en Belgique et même au Canada. Alors pour nous en dire un petit peu plus sur ces trophées, j'invite la présidente du jury, Patricia Barbizet, présidente de Thémaris, à nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Patricia Barbizet. Alors Patricia Barbizet, vous avez présidé ce jury cette année et juste avant les délibérations, nous étions allés vous voir pour vous demander un petit peu pourquoi vous avez accepté cette présidence et ce que vous attendiez des dossiers. Et à l'époque, vous aviez répondu « J'attends d'être surprise, j'attends des découvertes ». Alors, vous êtes comblée ? Tout à fait comblée, merci, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Tout à fait comblée. Comblée par l'extraordinaire qualité, engagement, passion qui a été vrai de tout le monde pendant ces délibérations.
Comblé par le jury et sa diversité, parce que je trouve qu'on avait un jury très exceptionnel, composé de bibliothécaires, de libraires, d'éditeurs, et même d'un dessinateur, et même d'un directeur de musée, et de quelqu'un qui s'occupe d'un théâtre. Donc c'était très divers, mais que des gens passionnés, très engagés, très désireux de faire le meilleur et de trouver les meilleurs ouvrages. Comblé aussi par la diversité des sujets que nous avons eu à traiter. Il y avait de nombreux prix dans des disciplines très différentes. Comblé par la qualité des dossiers. Vous citiez tout à l'heure le nombre de dossiers que vous aviez reçus. Il y en avait énormément dans toutes les disciplines et tous de très grande qualité. C'était d'autant plus difficile de faire un choix parce que franchement, la base sur laquelle on travaillait était elle-même de très grande qualité. Et puis aussi comblé par l'inventivité, l'innovation, la capacité qu'ont eu les éditeurs pendant toute cette année si particulière de Covid et de se réinventer, de voir comment ils pouvaient garder le contact avec le public, inventer des choses nouvelles. Et je trouve que tous ont fait un effort considérable et ont fait preuve d'une créativité, d'un engagement, d'une passion, là encore, tout à fait exceptionnelle. Et ça se voyait dans les dossiers qu'on a eu à primer, dans tous les ouvrages qu'on a vus, qu'ils soient dans leur conception artistique, dans le contenu, dans le public qu'ils voulaient toucher, dans la manière de les toucher, avec évidemment l'émergence du digital aussi, puisqu'on a tous vécu beaucoup en distanciel. Et donc tous ces éléments-là ont été tout à fait considérables et on a eu au sein du jury des discussions très passionnées, chacun défendant son point de vue, mais au fond, à l'arrivée, un vrai consensus et un palmarès que je crois très équilibré dans justement la diversité de ce qu'il montre et dans tous les métiers, pas seulement celui de l'auteur, mais aussi tous les autres qui font un livre, que ce soit la fabrication, que ce soit l'invention artistique, la qualité de l'œuvre, et tous les aspects qui font d'un livre un objet qui est beaucoup plus que la lecture, simplement. Merci Patricia Barbizet. Merci beaucoup. Vous avez été 2500 professionnels du livre à répondre à l'appel de Livre Hebdo et à voter pour élire les personnalités de l'année 2020. Commençons le dévoilement de ces trophées spéciaux par la petite maison d'édition de l'année. Alors, dans cette catégorie, les nommés étaient Au Diable Vauvert, Henrik B, Martin de Halleux, Talent Haut et les éditions Verdier. Et la petite maison de l'année 2020 est Henrik B. Je suis psychologue du travail, psychologue social, pour ceux qui connaissent cette spécificité. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment une offre éditoriale un peu originale quand j'ai vécu en Irlande, à Dublin, avec de belles vulgarisations. Et revenant en France, je me suis dit, mais quand même, on a une spécialité en psychologie du travail qui est assez pratique. Et j'arrivais pas à trouver à l'époque, en tout cas, des livres de vulgarisation tels que j'aurais aimé les avoir, moi en tant qu'étudiant ou moi en tant que professionnel. Au début, c'était vraiment une activité ludique. Je voulais produire des livres. J'y trouvais une satisfaction personnelle. C'était presque un hobby. Et regarde ce qu'on a reçu. Et j'allais notamment frapper moi-même à la porte des libraires. J'avais pas de diffuseur, pas de distributeur. Donc je connais aujourd'hui très bien certains libraires avec qui j'ai pu nouer notamment des relations d'amitié. Ils m'ont vu arriver avec mon sac à dos rempli de livres et le week-end de préparer moi-même les colis. Certains livres ont commencé à se démarquer et de fil en aiguille, finalement, j'ai commencé à investir un peu plus et à constituer une petite équipe de directeurs de collection qui sont un peu touche à tout aussi. Et puis là où ça commençait notamment à se développer, c'est lorsque j'ai frappé à la porte d'un diffuseur et qui m'a dit « Ok, bingo, on y va ». En tout cas, ce que l'on essaye d'apporter, c'est le côté pédagogique. Là, pour citer le titre qui est derrière moi, notamment Le droit dans la saga Harry Potter, il s'adresse essentiellement à des juristes, à des étudiants en droit. Le but étant d'utiliser la pop culture que tout le monde connaît pour accrocher quelque chose qui est de l'ordre de l'universitaire. Les arrêts illustrés, ce sont des grands arrêts, des décisions de justice qui ont été traduits en BD. Ça, c'est un livre absolument savoureux. L'auteur part notamment de la défense au grand quartier d'affaires. Je pense que toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises à taille moyenne ou de grandes entreprises se retrouveront au travers des caricatures du responsable juridique, du secrétaire, du stagiaire. Là, aujourd'hui, nous avons déménagé. On est encore dans les cartons. On est à près de 200 livres publiés. Donc notre but ne sera pas d'accroître finalement le nombre de sorties, mais plutôt de diminuer le nombre de sorties en
valorisant. Le but étant toujours d'agiter les neurones. C'est d'ailleurs ça notre slogan, agitateur de neurones, de faire en sorte de créer de véritables connexions pour faciliter l'apprentissage. Et j'invite Henrik Barbillon, fondateur des éditions Henrik B, à nous rejoindre sur le plateau. Félicitations. Voilà votre trophée. C'est une pop-up. Je vois ça. Alors Henrik Barbillon, merci d'être avec nous ce soir et encore bravo pour ce trophée. Merci beaucoup. On l'a vu là dans le sujet qui vous était consacré, vous avez un parcours assez atypique. Et quel regard vous portez sur le monde de l'édition et est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à vos confrères et aux professionnels qui vous ont élu, qui ont élu votre maison, petite maison d'édition de l'année? Alors déjà, je tiens à vous remercier et puis à remercier aussi toute l'équipe qui travaille avec moi. Et je pense particulièrement notamment à mes collègues éditeurs qui, pour certains, sont aujourd'hui dans une mauvaise passe. Je suis aussi attristé par notamment de voir des libraires qui aujourd'hui sont en difficulté, de voir également des traducteurs, des correcteurs qui sont obligés parfois d'avoir des jobs d'appoint pour essayer de finir les mois. Aujourd'hui, effectivement, il y a la valorisation du travail de la maison d'édition, mais je pense aussi à toutes ces personnes avec lesquelles je travaille, mes partenaires, et qui aujourd'hui traversent une passe difficile. Voilà. Et vous, comment voyez-vous votre maison en 2021 ? Alors on a plein de beaux projets. Déjà, on a commencé à travailler sur les publications du premier trimestre. Plein de belles surprises, toujours dans la vulgarisation scientifique, aussi bien en droit qu'en sciences humaines. Et puis, on a quelques ouvrages qui vont sortir notamment sur les questions de société. C'est une collection, un porte-voix qui est toute nouvelle dans la maison d'édition et que l'on souhaite développer au travers notamment des éclairages en sciences humaines et juridiques. Eh bien, on peut aujourd'hui traiter, essayer de comprendre, donner des clés de compréhension sur les questions de société. Et aujourd'hui, on a besoin notamment de ces clés pour éclairer tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Avant de remettre le trophée de l'éditeur de l'année, j'accueille sur le plateau Stéphanie Laurent, la directrice du livre de la FNAC. Bonjour. Bonsoir Stéphanie Laurent. Bonsoir. Merci de soutenir les trophées de l'édition et le trophée du livre audio en particulier. Alors, en quoi ce type de soutien s'intègre dans la politique culturelle de la FNAC ? La FNAC, au-delà d'être un libraire, a toujours été un acteur culturel à part entière, avec une importance attachée à la promotion du livre, avec un grand L, et des auteurs. Et clairement, soutenir ce trophée fait partie intégrante de cette stratégie. D'autant plus que la crise dans laquelle nous sommes actuellement nous a obligés à réinventer en fait notre manière de faire de l'animation culturelle. Et nous avons lancé le 29 octobre dernier la CLAC, donc une plateforme qui permet d'accompagner les auteurs et les titres, d'en faire la promotion avec des nouveaux formats. Donc notamment des formats podcast, des formats interview, des formats, je ne sais pas si vous avez vu, le claqué. Donc on a complètement réinventé et réenrichi, enrichi notre manière de faire de l'action culturelle. Et à quelques semaines de Noël, à quoi ça ressemble les FNAC aujourd'hui ? Comment vous vous êtes adaptés ? Alors, la crise a révélé en fait la puissance de notre modèle omnicanal et de cette stratégie qui, je pense, avec la crise, se montre très payante. Nous avons renforcé le click and collect, qui était un processus qui était déjà existant dans nos magasins, mais qui était rodé. Et donc en fait, on a appuyé sur l'accélérateur et en fait de permettre de rediriger le trafic que l'on drainait via Fnac.com vers nos magasins pour vraiment créer un business drive to store. Et quels sont vos projets pour 2021 ? Alors déjà pour 2021, notre premier projet, ça va être de reprendre toutes nos animations culturelles en magasin et hors les murs, puisque vous savez, on avait dû annuler le salon Fnac Livre. Donc vraiment, relancer cette dynamique d'événements. Certainement en travaillant aussi les synergies entre la CLAC et ces événements. Donc vraiment avoir vraiment ce côté omnicanal aussi dans notre animation culturelle. Et puis,
clairement, il y a un sujet magasin sur l'équilibre aussi entre le click and collect, les personnes qui viennent spontanément en magasin, la livraison à domicile. Tout cet équilibre a été fortement perturbé. Et donc derrière, c'est comment on repart sur un nouvel équilibre fort, toujours en capitalisant sur notre modèle omnicanal, qui, je pense, cette crise nous a vraiment confortés dans ce choix stratégique. Merci Stéphanie. Passons maintenant au trophée de l'édition de l'année. Sont nommés cette année Caroline Haste de Belfond, Charlène Guinoiseau de Jouvence, Thierry Laroche de Gallimard, Alix Penant de Flammarion et Audrey Petit du Livre de Poche et de Prélude. Et cette année, le trophée de l'éditrice de l'année est remis à Audrey Petit. Découvrons la lauréate en images. Moi j'ai un parcours très autodidacte, au sens où je n'ai pas du tout fait de DESS ou d'études liées au métier du livre. J'ai plutôt effectivement un profil littéraire sciences humaines, puisque j'ai commencé donc classe prépa. Je suis venue à Paris pour continuer donc en philo, et c'est là que j'ai commencé à savoir déjà tout simplement que l'édition existait, que les auteurs n'étaient pas tous morts, que les éditeurs non plus. Et c'est l'équipe du Livre de Poche de l'époque qui m'a proposé de m'occuper d'une collection en freelance, d'une collection de fantasy à l'époque, avant de me confier, début 2013, la littérature en plus de la collection science-fiction et fantasy. Le pari était de développer encore ça, c'est-à-dire de tenir à la fois le fond du Livre de Poche qui est d'une richesse infinie, et puis d'accueillir encore de nouvelles voix, d'essayer de capter les nouvelles tendances, de les accompagner, de les relayer. Et notre rôle à nous, à ce moment-là, est vraiment d'élargir la cible, de démultiplier les petits pains, comme dit notre directrice marketing, et à les faire vivre le plus largement possible. Une des spécificités du Livre de Poche, justement, c'est d'accompagner aussi des nouvelles voix très emblématiques et de les faire étudier à l'école. C'est aussi par exemple le tournoi des mots qu'on a mis en place sur des matchs d'improvisation qui sont parrainés chaque année par un auteur reconnu. C'est aussi le camion qui livre. Peut-être un exemple qui est un petit peu un cas d'école, qui a été une très belle surprise. Alors La Porte de Magda Sabot. On a eu l'idée de proposer une troisième exploitation au Livre de Poche pour faire redécouvrir cet auteur qui nous semblait être un classique incontournable de la littérature hongroise. Je me rappelle avoir croisé plusieurs fois dans le métro des gens qui lisaient La Porte dans notre édition, dans les années qui ont suivi donc notre réédition, et c'était vraiment une belle récompense. Ah, génial! Super! Ah, il est magnifique! Audrey Petit, rejoignez-nous sur le plateau. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Alors Audrey, que représente ce prix pour vous d'être l'éditrice de l'année selon les professionnels de l'édition? Écoutez, je suis à la fois très surprise, parce que j'avoue, je ne m'y attendais pas du tout, et puis en même temps profondément touchée que l'équipe de Livre Hebdo ait pensé à ajouter mon nom cette année, à mettre aussi en valeur de cette façon le format poche, qui est un petit peu moins souvent sous les feux de la rampe. Je suis aussi fière parce que c'est vrai que ça couronne aussi un parcours. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'édition, donc voilà. Et puis, je voudrais remercier du coup l'équipe du Livre de Poche, tous les professionnels du livre, nos partenaires grand format, pour qui j'ai infiniment de respect et d'admiration, nos auteurs évidemment, et aussi les personnes qui un jour m'ont donné l'opportunité de travailler dans le Poche. Cécile Boyeringe qui m'a fait rentrer au Livre de Poche, plus tard Véronique Cardi qui est extrêmement inspirante. Et puis aujourd'hui, Béatrice Duval qui dirige l'équipe et tous mes collègues avec qui c'est un plaisir renouvelé de travailler. Et alors Audrey Petit, en ce moment, vous êtes à fond dans la rentrée littéraire de janvier ? Alors la rentrée littéraire de janvier et même celle de février, c'est déjà presque bouclé. Donc là, on est surtout en train de lire le printemps. Donc on commence à lire mars, avril et puis souvent aussi d'autres achats très en amont puisqu'on travaille main dans la main vraiment avec nos partenaires grand format et qu'on a comme ça l'occasion de découvrir les textes très tôt.
Super. Merci beaucoup Ben, en merci tout cas. beaucoup. Merci à vous. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Accueillons maintenant Michel Lano, directeur général d'Electre, société éditrice de livres hebdo. Bonsoir Michel. Bonsoir Vinci. Bonsoir Michel. Bonsoir Anne-Laure. Alors, quel bilan tirez-vous de cette édition des trophées de l'édition 2020 ? Bilan dans une année 2020 en tout point singulière, une année qui, comme celle des grands bouleversements climatiques, aura été assez exceptionnelle en tout point et surtout exceptionnelle par la qualité des millésimes, que ce soit les candidatures ou que ce soit les récompenses que le jury des trophées de l'édition a souhaité souligner et mettre en valeur cette année. Dans cette configuration, je crois qu'il y a plusieurs points que je souhaitais partager avec vous. De ces deux expériences de confinement, saison 1, saison 2, qui aura révélé d'une part l'extrême résilience de notre secteur et qui probablement parmi tous les pans de notre industrie culturelle en France aura été celui qui aura probablement un des mieux résisté face à ces contraintes et ces bouleversements, et qui montre au travers de cette résilience que les fondamentaux de notre écosystème sont extrêmement solides. Je crois aussi que cette année 2020 est l'année des rendez-vous de l'innovation pour tous les acteurs du livre. Cette innovation, elle est bien évidemment dans les contenus qui sont produits par les éditeurs, mais aussi l'émergence de tous les services proposés au travers du numérique, du digital. Et je crois que 2020 est une sorte d'année zéro pour les grands chantiers de modernisation de notre écosystème. Et dernier point de cette année, je crois aussi que certes il y a la résilience, mais il y a quand même une très forte disparité dans les profils de l'édition, mais aussi des libraires, des bibliothécaires et surtout des auteurs. Et je crois que au travers de cette disparité, nous avons tous une exigence de solidarité. Et dans tous les métiers que couvre notre écosystème, les champions sont avant tout aussi ceux qui protègent et ceux qui favorisent les plus petits d'entre nous dans une exigence qui est celle portée par l'ensemble de l'écosystème et la chaîne du livre, qui est celle de la diversité. Et je crois que nous ne serons résilients à l'avenir, bien évidemment que si les relais de l'innovation sont là, mais que si les valeurs de solidarité sont toujours au cœur de nos réflexions et au cœur de notre action. Merci Michel Lano. Merci. Pour conclure cette deuxième remise du Trophée de l'édition, j'invite à me rejoindre sur le plateau la nouvelle présidente du Centre national du livre, Régine Atchondo, pour remettre le trophée de l'auteur de l'année. Bonsoir Régine Atchondo. Bonjour. Alors vous arrivez à la tête du CNL à l'issue d'une année bien mouvementée pour le monde de la culture. Comment le Centre national du livre a aidé les professionnels cette année ? Or, le Centre national du livre a pu intervenir sur la globalité de la chaîne du livre, en partant des auteurs, des éditeurs les plus fragiles, des librairies en France et des librairies francophones. Grâce aux arbitrages qui ont été obtenus par notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, nous avons pu intervenir très rapidement sur cette chaîne, les auteurs qui étaient en grande difficulté parce que perte de revenus, les maisons d'édition les plus fragiles afin de préserver la diversité des écritures et de la création, les librairies qui connaissaient une chute de leur chiffre d'affaires important, que ce soit au premier confinement et bien sûr au deuxième, avec un rebond extraordinaire au moment de la rouverture des librairies. Et là, dernièrement, visiblement, les chiffres de cette dernière semaine sont excellents, donc on se réjouit. Mais le CNL a pu très très vite mettre à disposition de la chaîne en entier à peu près une vingtaine de millions d'euros. Il en reste encore pour pouvoir continuer le plan de relance début 21,
car les conséquences et l'impact de cette crise sanitaire ne se mesurent pas qu'à court terme, mais peuvent avoir un impact structurel sur la filière à long terme. Merci. Merci. Et dans cette chaîne, il y a un maillon extrêmement important, et c'est un maillon qu'on a choisi de primer pour la première fois cette année, c'est l'auteur. Et donc nous avons créé donc, ce trophée de l'auteur de l'année. En fait, ce sont des auteurs qui ont publié un livre cette année, et c'est l'homme ou la femme premier dans son segment en termes de meilleure vente. Nous avons fait ça en partenariat avec GfK. Et ce sont des livres qui ont été dans les meilleures ventes pour la période du 30 septembre 2019 au 27 septembre 2020. Les nommés dans cette catégorie étaient Thierry Courtin, l'auteur de Tchoupi, Jean-Paul Dubois, qui est le lauréat du Goncourt, Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, Astérix, Oriane Lallemand, Le Loup, Diane Lefeyer et Monsieur Tan, qui font Mortel Adèle, Cyril Lignac et ses recettes de cuisine, Amélie Nothomb, qu'on ne présente plus, Roxane la pâtissière, Vanessa Springora et Sylvain Tesson. Le lauréat de l'auteur de l'année remporte une campagne de communication d'une semaine dans l'intégralité du réseau de notre partenaire Relais. Et c'est Vanessa Springora qui est élue auteur de l'année par les lecteurs de Livre Hebdo. Découvrons son portrait en images. C'est une aventure incroyable, vraiment merveilleuse, parce que moi, quand j'ai écrit ce livre, je pensais qu'il y aurait en fait un tout petit retentissement qui n'intéresserait qu'un petit milieu parisien de lecteurs un petit peu chevronnés qui connaissaient Gabriel Matzneff, qui connaissaient cette histoire, mais en fait ça concernait assez peu de gens en réalité. Et puis je me suis aperçue que pas du tout. Dans la littérature, quand il s'agit de mettre en forme de façon soignée un texte, on envoie aussi un message au lecteur qui est qu'en dehors de sa propre histoire qu'on raconte, on arrive à la transformer, en faire quelque chose, à lui donner en fait une existence autre que simplement sa souffrance, sa douleur, à lui donner une forme esthétique qui permet de toucher aussi le lecteur. C'est la sincérité qu'on peut ressentir dans un texte, et j'espère que dans le consentement, les gens ont pu être touchés peut-être par d'abord une voix, un ton, ou une histoire personnelle qui les a touchés et qui leur a permis de s'identifier. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important en littérature, c'est de pouvoir transmettre des choses au lecteur par le biais de l'identification. Les hommes sont aussi des pères, ils ont des filles, ils ont des garçons qui ont pu se retrouver dans une histoire similaire. Et puis un lecteur masculin peut être tout à fait sensible au charme d'une écriture ou à un ton, à une dimension aussi amoureuse dans le texte qui est présente. C'est quand même aussi une histoire d'amour que je raconte. Et ça, ça n'a pas de sexe et ça n'a pas de genre. Je me suis rendu compte rétrospectivement qu'en fait j'étais très intéressée par le mal en littérature. Et c'est une question qu'on me pose souvent aujourd'hui. On essaye de faire de moi quelqu'un qui voudrait épurer la littérature du mal. C'est tout le contraire. D'ailleurs, je n'aimerais pas autant Georges Bataille si je n'aimais pas un peu les monstres aussi en littérature. Et d'une certaine manière la perversité. Mais encore une fois, je fais vraiment la différence entre la fiction et les écrits autobiographiques. J'aime beaucoup cette citation de Robert Filliou, « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Je l'ai en permanence à mes côtés parce que c'est l'art qui nous permet de vivre. Et d'ailleurs, je veux dire, depuis la période préhistorique, je pense qu'on a compris que la transmutation de la vie par le biais de l'imaginaire est ce qui nous permettait de trouver un sens à nos existences. Nous accueillons donc sur le plateau l'auteur de l'année 2020, Vanessa Springora, qui a écrit Le Consentement. Je suis très heureuse. C'est le premier prix que je remets au titre de la présidence du Centre national du livre, et je voulais vous dire que votre livre est un livre tout à fait essentiel. Non seulement, bien évidemment, la qualité littéraire, votre écriture, cette distance que vous avez réussi à mettre entre vous et votre livre, et qui donne à vos propos une valeur tout à fait universelle. Et puis enfin, dans cette période très trouble, vous donnez, je pense que vous êtes un phénomène d'accélération de la libération de la parole des femmes,
de la libération aussi de la parole sur toute forme d'humiliation et de domination qu'on ne doit accepter ni lorsqu'on est un jeune adulte, un jeune adolescent ou un adulte plus tard. Donc merci. Merci à vous, je suis très touchée, c'est magnifique. En plus, je vois que c'est le trophée spécial de l'autrice de l'année. Oui. Donc, je suis d'autant plus touchée que, effectivement, le terme a été féminisé, puisque l'Académie française nous l'autorise aujourd'hui. Alors, ce livre a déjà une trajectoire saisissante. Est-ce que ce trophée a une saveur particulière, puisque c'est les professionnels du livre qui ont voté vos pairs? Est-ce que ça a une autre saveur? Écoutez, oui, moi je suis d'abord très honorée d'inaugurer ce premier trophée de l'auteur de l'année remis par Livre Hebdo, mais d'autant plus émue qu'effectivement c'est une récompense qui a été soumise au vote des professionnels des métiers du livre. Donc je pense particulièrement aux libraires, aux bibliothécaires, aux éditeurs. Et voilà, au terme de cette année de parution de mon livre, c'est d'autant plus émouvant d'avoir aussi cette récompense de la part de mes pairs, effectivement. Et maintenant, que se passe-t-il pour le consentement? Le livre va vivre, je crois, à l'étranger. Il commence à être traduit? Oui, il a été traduit. Alors, je crois qu'il a été acheté dans plus d'une vingtaine de pays. Il y a déjà 5 ou 6 pays qui l'ont déjà fait paraître en Europe, mais pas seulement, puisque alors, ça a commencé par l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Je crois qu'en Amérique latine aussi, au Mexique et au Chili, il est déjà sorti. En Suède, en Finlande. Donc j'accompagne le livre maintenant dans sa promotion à l'étranger, dans la mesure du possible, puisque évidemment le voyage n'est pas possible. Et donc oui, je suis très heureuse que ce livre puisse avoir une vie à l'extérieur de la France aussi, également dans des pays où la condition des femmes est moins libre qu'en France en particulier, et où je sais que j'aurai des lectrices et des lecteurs, je l'espère, qui pourront trouver aussi des armes dans ce livre pour apprendre à se défendre, pour apprendre à dire non, et pour aussi protéger leurs enfants. Merci Vanessa Springora, encore bravo. Merci Régina Tchando. Merci. Les trophées de l'édition 2020, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bravo à tous les lauréats. Bonne soirée. Alors c'est en 1935 que notre grand-père, André Caillat, a créé la manufacture d'histoire de Pont, appelée Imprimé des Deux Ponts, parce qu'elle était située entre deux ponts qui traversent un affluent de l'Isère, qui est le Drac. Nous, on est basé dans les Alpes. Et émotionnellement, on a voulu donner le nom de la manufacture parce que c'était notre stratégie d'intégrer tous les métiers sur un seul et même site pour pouvoir apporter aux clients des solutions de créativité artisanale, de créativité industrielle, en tout cas de travailler sur la forme grâce à tous nos outils. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apporter à un client toutes les solutions possibles et imaginables. On a vraiment 34 métiers qui sont rassemblés au sein même de la manufacture, sur 13 000 m² couverts. On a été labellisé pour ça EPV en 2012, donc Entreprise du patrimoine vivant. On nous dit ce que vous proposez, c'est unique. Il y a vraiment une force qui est énorme et ça redonne même envie de communiquer avec du papier grâce à tous nos savoir-faire et tous nos outils. Donc à très vite à la manufacture familiale, à la manufacture d'Histoire de Pont. Je serai ravi de vous accueillir et de vous faire visiter nos ateliers et de vous présenter tous nos artisans. À très bientôt.